Bonjour tout le monde. C'est notre 6e séance à distance. Séance à distance numéro 6. Nous sommes toujours au niveau de la présentation et l'explication des composants de l'équation d'équilibre des ressources en emploi des biens et services. Dans la séance précédente, la séance numéro 5, nous avons présenté, je crois, les principales composantes, enfin toutes les composantes de l'équation d'équilibre. C'est-à-dire la production locale, l'importation, la consommation intermédiaire, la consommation finale, la formation brute du capital fixe, la variation des stocks et les exportations. Ce sont là toutes les composantes qui constituent l'équation d'équilibre des ressources et emplois des biens et services. Maintenant, on va essayer de faire une petite synthèse. Pour fixer les idées, je vais synthétiser. Ce qu'il faut noter, c'est que la comptabilité nationale marocaine et toutes les autres comptabilités nationales du monde font la distinction entre deux types d'équations d'équilibre. Deux types d'équations d'équilibre. L'équation d'équilibre en volume, c'est l'équation d'équilibre que nous avons vue. Et une équation d'équilibre, c'est l'équation d'équilibre en volume et une équation d'équilibre en valeur. Je vais commencer par l'équation d'équilibre en volume. C'est la même équation que nous avons présentée et expliquée précédemment. C'est la production locale plus l'importation est égale à la consommation intermédiaire, la consommation finale, la formation brute du capital fixe, la variation des stocks plus l'exportation. Ça, c'est l'équation d'équilibre en volume. Mais à côté de cette équation, on a une équation d'équilibre en valeur. Équation d'équilibre en valeur. À quoi est égale? Est égale à la même équation plus 3 autres composantes supplémentaires au niveau des ressources qu'on ajoute. Elle devient celle-ci. Donc l'équation d'équilibre en valeur, c'est la production locale plus l'importation, et j'ajoute plus les droits et taxes à l'importation, les droits de douane, et l'impôt et les taxes que vous payez pour importer, les droits et taxes à l'importation, plus les marges commerciales, plus la TVA. Donc 3 composantes qu'on ajoute dans l'équation d'équilibre en volume pour obtenir l'équation d'équilibre en valeur. C'est ce que vous avez noté en jaune. Donc c'est la production locale, plus l'importation, plus les droits et les taxes à l'importation, plus les marges commerciales, plus la TVA, qui est égale à tout le reste. Consommation intermédiaire, consommation finale, investissement, stock et puis l'exportation. Donc il faut bien noter ces deux équations. Donc ces deux équations-là résument l'ensemble du chapitre qui concerne les opérations sur les biens et services. Donc toutes les opérations qui concernent la production, l'importation et l'utilisation des biens et services sont résumées dans ces deux équations. Ça c'est en volume, en quantité et là c'est en valeur. Et dans la valeur, vous ajoutez les 3 composantes que vous voyez en jaune. Les droits et taxes à l'importation, les marges commerciales, plus la TVA. Très bien, maintenant je vais, après les opérations sur biens et services, on va voir les opérations de répartition. Là, c'est un autre grand point, c'est un autre grand axe de la comptabilité nationale, les opérations de répartition, qui sont très différentes des opérations sur biens et services. Je vais définir d'abord. Définition. Distinction, je vais faire une distinction. La comptabilité nationale fait la distinction entre 2 types d'opérations de répartition. Avant de définir, je nuance. Il y a 2 types d'opérations de répartition. Il y a les opérations de répartition des revenus et les opérations de répartition du capital. C'est la répartition du revenu et la répartition du capital. Je vais voir le premier élément. Le point numéro 1, la répartition du revenu. La répartition du revenu se compose de 2 éléments essentiels. La répartition primaire des revenus, la première répartition des revenus, et la répartition secondaire, ce qu'on appelle la redistribution. Donc s'il vous plaît, vous notez bien, vous essayez de bien comprendre cet enchaînement de décomposition des opérations.
de répartition. Donc c'est une cascade de décomposition qu'il faut comprendre. Donc chaque élément vous renvoie à d'autres éléments. Donc la répartition du revenu se compose par la répartition primaire du revenu et la redistribution des revenus. Donc je définis grand A. Répartition primaire du revenu, c'est quoi? La répartition primaire du revenu, c'est la division, c'est la répartition de la valeur ajoutée brute sur les facteurs qui ont participé directement à la production, notamment le travail et le capital. Donc c'est ça la première répartition. Je produis et en produisant, je réalise une valeur ajoutée. La première des choses, je divise cette valeur ajoutée entre le facteur travail et le facteur capital. C'est ça la répartition primaire. Donc vous notez, la répartition, c'est la répartition de la valeur ajoutée brute en tant que résultat de l'activité de la production sur les principaux facteurs de production, c'est-à-dire sur les deux facteurs qui participent directement à la production qui sont le travail et le capital. La redistribution, c'est quoi? La redistribution, c'est la répartition, si vous voulez, c'est la répartition secondaire. C'est la répartition des revenus issus de la répartition primaire. Donc c'est une répartition des revenus à un deuxième degré. Ce sont des transferts en fait. Ce sont des transferts effectués par les secteurs institutionnels résidus entre eux à la suite de la répartition primaire. Les secteurs produisent, dégagent une valeur ajoutée, se répartissent cette valeur ajoutée, des revenus qui se forment, et puis ils procèdent à la répartition de ces revenus. C'est ce qu'on appelle la redistribution. Pour essayer d'aboutir à une certaine équité, un certain équilibre dans la société, mais cet équilibre malheureusement n'est jamais atteint. La répartition primaire. Vous voyez, je vais définir le grand A. La répartition primaire. La répartition primaire des revenus elle-même se décompose en plusieurs éléments, notamment deux éléments qu'il faut souligner et comprendre. Vous avez la rémunération salariale et vous avez la RPE, les RPE, les revenus de la propriété de l'entreprise. Donc la valeur ajoutée que vous répartissez, une partie de la valeur ajoutée rémunère le travail, c'est le salaire, et une autre partie rémunère le capital, c'est ce qu'on appelle les revenus de la propriété de l'entreprise. Je vais commencer par les rémunérations salariales. C'est quoi? C'est la rémunération du facteur travail. Et l'autre partie, c'est la rémunération du facteur capital. Je vais voir la rémunération salariale, le petit a. De quoi se compose-t-elle? Rémunération salariale. Il se compose de trois éléments essentiels. Il se compose des salaires et traitements bruts, des cotisations sociales effectives patronales et des cotisations sociales fictives. Des cotisations sociales fictives. Je vais essayer de voir de quoi se compose chaque élément de la rémunération salariale. Je vais commencer par les salaires et traitements bruts. Les salaires et traitements bruts se composent des salaires, le salaire net, les primes d'ancienneté, les primes de productivité, toutes les primes reçues par un salarié dans le cadre de son activité, plus les avantages en nature dont il bénéficie. Il y a des salariés, une catégorie de salariés qui bénéficient d'avantages en nature. Les logements, les voitures de service, ils bénéficient d'autres services liés à leur activité de production. Ce sont des avantages en nature. Donc tous ces éléments-là font partie des salaires et traitements bruts. Plus ce qu'on appelle la cotisation sociale effective salariale, plus une partie du salaire brut, qui est versée directement par l'entrepreneur à la CNSS ou à la CNOPS. La CNSS et la CNOPS, ce sont des organismes contrôlés par l'État et qui produisent des services de santé aux salariés, dans le public ou dans le privé. La CNOPS, c'est pour les salariés du public et la CNSS, c'est pour les salariés du privé. Donc l'entrepreneur verse périodiquement une partie du salaire brut à la CNSS ou à la CNOPS en tant que cotisation salariale effective. Ça s'appelle cotisation sociale effective salariale. Deuxième élément, ce que vous voyez en vert, ça ils sont appelés des cotisations sociales patronales. C'est la part de l'entreprise
C'est la part de l'employeur dans ses cotisations sociales et qui sont versées périodiquement également, comme les cotisations sociales salariales, ils sont versées périodiquement à la CNSS ou à la CNOPS. Vous voyez, vous notez, cotisations sociales effectives patronales, ce sont des versements périodiques effectués par l'entrepreneur, ou par l'employeur en général, que ce soit dans le public ou dans le privé, l'employeur à la CNSS ou à la CNOPS. Cotisations sociales fictives. Les cotisations, le vert, les cotisations sociales effectives sont effectivement versées par l'employeur à la CNSS ou à la CNOPS. Mais les autres, ce que vous voyez en rouge, on les appelle les cotisations sociales fictives. Ce ne sont pas des versements effectués périodiquement par l'entreprise à la CNSS, non. Ils représentent uniquement la contrepartie comptable des prestations sociales directes. Je répète, les cotisations sociales fictives, ils ne sont pas versées effectivement. C'est un artifice comptable. Pourquoi? Pour qu'ils servent de contrepartie comptable aux prestations sociales directes. Qu'est-ce que c'est les prestations sociales directes? C'est les aides financières octroyées par l'entrepreneur directement à son employé sans passer par le circuit de la sécurité sociale. On appelle ça les prestations sociales directes. Et les cotisations sociales fictives, c'est une contrepartie comptable de ces prestations sociales directes. Voilà. Il y a un schéma spécial de comptabilisation des cotisations sociales effectives et des cotisations sociales fictives qu'il faut comprendre. Donc, il y a un cheminement de comptabilisation de ces deux éléments de la répartition primaire. C'est une comptabilisation comptable en matière de comptabilité nationale qu'il faut comprendre. Je vais commencer par les cotisations sociales effectives, c'est-à-dire qu'elles sont effectivement versées par l'employeur à la CNSS ou à la CNOPS, sous forme de cotisations sociales effectives salariales et de cotisations sociales effectives patronales. Je vais voir comment se fait leur comptabilisation. Cette comptabilisation fait intervenir 3 secteurs. D'abord le secteur employeur, que ce soit l'entreprise, que ce soit la banque, que ce soit l'administration publique, toutes les entités qui emploient une force de travail, c'est l'employeur. Vous avez le ménage, c'est les salariés, du public et du privé. Et vous avez l'administration publique, représentée par la CNOPS et par la CNSS. Les comptes. Chez le secteur employeur, on fait intervenir le compte de production. Chez les ménages, c'est le compte de revenus et dépenses. Et chez les administrations publiques également, c'est le compte de revenus et dépenses. Je vais voir le cheminement de la comptabilisation. Donc, vous voyez, je commence par le secteur employeur. Vous avez le compte de production. Le secteur employeur, il utilise la force de travail pour quoi? Pour produire. Pourquoi produire? Pour dégager une valeur ajoutée. Voilà, c'est une ressource. Donc, la première ressource du secteur employeur, c'est la valeur ajoutée. C'est la valeur incorporée à la consommation intermédiaire pour produire d'autres produits et d'autres services. Donc, c'est une ressource. Cette première ressource est répartie dans le cadre de la répartition primaire sous forme de rémunération salariale. C'est-à-dire, c'est la rémunération du travail. Donc, la rémunération salariale dans laquelle je trouve les cotisations sociales effectives, parce que j'ai vu dans le schéma précédent que les cotisations sociales effectives, salariales et patronales font partie de la rémunération salariale. Donc, ils sont censés être versés par le secteur employeur au ménage. Donc, c'est un emploi pour le secteur employeur et c'est une ressource pour le ménage. Mais le ménage ne garde pas toute la rémunération salariale dans sa poche. Il garde uniquement le salaire net et les primes et les avantages dont il bénéficie. Par contre, les cotisations sociales effectives, salariales et patronales, il les reverse à l'administration publique. Donc ça constitue dans un deuxième temps un emploi pour le ménage. Vous voyez, c'est un emploi. Il ne les garde pas, il les verse, il les reverse à l'administration publique. Donc ça constitue une ressource pour les administrations publiques. Pourquoi? Pour que
les administrations publiques les reversent dans un troisième temps aux salariés, sous forme de prestations de la sécurité sociale. Hein, c'est les versements effectués par la sécurité sociale et la CNOPS aux salariés, généralement aux salariés sinistrés, qui ont fait des accidents, qui tombent malades, etc. C'est pour cette raison qu'ils sont assurés. Hein, c'est lorsque le risque contre lequel ils sont assurés se réalise. Là, la CNOPS et la CNSS indemnisent, ce qu'on appelle indemnisent les salariés assurés. Comment? En leur versant ce qu'on appelle la prestation sociale directe. La prestation de la sécurité sociale. C'est ce que vous voyez là. Prestation de la sécurité sociale. Donc ça constitue un emploi pour les administrations publiques, mais c'est une ressource pour les ménages. Donc, qu'est-ce que c'est les cotisations sociales effectives, si vous voulez? C'est la contrepartie comptable des prestations de la sécurité sociale. Donc, s'il vous plaît, c'est comme ça qu'il faut enregistrer et comprendre le cheminement de la comptabilisation des cotisations sociales effectives. Le même schéma se reproduit pour les cotisations sociales fictives. Je passe. Schéma de comptabilisation des cotisations sociales fictive. Vous avez également 3 secteurs. En fait, ici, vous n'avez que 2 secteurs. Secteur employeur, secteur des ménages, et une autre fois le secteur employeur. C'est ça la différence entre les cotisations sociales effectives, dans lesquelles j'ai 3 secteurs, et les cotisations sociales fictives, dans lesquelles j'ai uniquement les 2 secteurs. Le secteur employeur, avec des comptes différents, et le secteur des ménages. Donc également, je vais revoir les mêmes comptes de production, revenus dépenses et revenus dépenses. Je vais voir le cheminement de la comptabilisation des cotisations sociales fictives. Donc, cotisations sociales fictives, c'est un élément de la rémunération salariale. Donc, ils sont censés être versés par l'employeur à l'employé. Voilà. C'est un emploi pour le secteur employeur, c'est une ressource pour le ménage. Le ménage ne les garde pas, il les reverse. C'est un artifice comptable, c'est pas vrai. Dans la réalité, il ne verse rien. Dans la réalité, il ne les touche même pas. C'est l'employeur qui les garde. Les cotisations sociales effectives retournent chez l'employeur pour qu'ils servent de contrepartie comptable aux prestations sociales directes que l'employeur peut octroyer au bénéfice de certains de ses salariés. C'est les prestations sociales directes. C'est les aides financières octroyées directement par l'entreprise à une catégorie de leurs salariés. Ce sont des aides financières gratuites. Voilà, s'il vous plaît, le cheminement comptable des cotisations sociales fictives. Je vais voir le deuxième élément de la répartition primaire. Souvenez-vous, dans la répartition primaire, j'avais 2 éléments. La rémunération salariale, c'est ce que je viens d'expliquer. Je vais passer maintenant au point B, les RPE, les revenus de la propriété de l'entreprise, en tant que deuxième élément de la répartition primaire qui servent à rémunérer le capital. La rémunération salariale rémunère le travail et les RPE rémunèrent le capital. Très bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque type de propriété, il y a un type de revenu. Hein? À chaque type de propriété, il y a correspond à un type particulier du revenu. Pour voir les différents revenus, il faut voir auparavant les différentes propriétés. Quelles sont les principales propriétés que vous connaissez? On va les voir. D'abord, il y a la propriété foncière. La propriété foncière, c'est les terrains. C'est tous les terrains que vous possédez, qu'un agent économique peut posséder. Les terrains agricoles, les fermes, les exploitations agricoles, les terrains qu'il faut bâtir par la suite, les terrains de gisement, les carrières, ce sont tous les terrains, quelle que soit leur utilisation. Ça s'appelle la propriété foncière. Deuxième propriété, la propriété incorporelle. Je vais vous donner des exemples de propriétés incorporelles. Par exemple, le fonds de commerce, vous avez un fonds de commerce, là c'est une propriété
C'est une propriété, c'est un actif incorporel. Vous avez une marque commerciale, une marque industrielle. Là, c'est une propriété intellectuelle, incorporelle. Vous avez un ouvrage scientifique, un ouvrage littéraire, un ouvrage académique, un ouvrage artistique. Tous ces éléments-là, on les appelle des éléments incorporels, un patrimoine incorporel, un capital incorporel. Ils sont très chers, ils ont une valeur, mais ils n'ont pas une existence physique. Là, c'est un deuxième type de propriété. Ils ont un deuxième type de revenu. Troisième type de propriété, c'est la propriété immobilière, c'est les bâtiments. Hein? Toutes les constructions, les bâtiments et tout ça, c'est les immobilisations, c'est les biens immobiles, notamment les constructions. Quatrième type de propriété, c'est la propriété financière. C'est l'ensemble des titres que vous possédez, c'est les actions, les obligations, les bons de trésor, les bons de caisse, les billets de trésorerie, les créances sur tous les partenaires, les créances à long terme, à court terme, tout ça, ça s'appelle propriété financière. Et dernier type de propriété, c'est l'entreprise. Vous êtes entrepreneur, vous avez une entreprise. Vous avez une entreprise dans laquelle vous pouvez regrouper tous les types de propriétés précédentes. L'entreprise, c'est la somme de tout ça. Vous pouvez avoir tout ça à la fois dans une entreprise. Vous êtes propriétaire d'une entreprise. Donc, s'il vous plaît, voilà les principales catégories de propriété. Et à chaque propriété correspond un type de revenu. On va les voir. Propriété foncière, vous avez des revenus, par exemple, qu'on appelle le fermage, le métayage. Ce sont les principales formes de revenus procurées par la propriété foncière. Pour la propriété incorporelle, vous avez par exemple les royalties. Les royalties, ce sont les revenus procurés par les brevets d'invention, par les brevets, notamment les brevets d'invention. Vous avez les divers droits, les droits d'auteur, les droits de reproduction, les droits artistiques, plusieurs types de droits, procurés par plusieurs types d'actifs incorporels. À la propriété immobilière correspond généralement le loyer. Hein, elle procure le loyer. La propriété financière vous procure quoi? Les intérêts. C'est les intérêts que vous recevez sur les créances financières, sous n'importe quelle forme qu'elle soit. La propriété de l'entreprise, qu'est-ce qu'il vous procure? Plusieurs formes de revenus. Si vous avez une société ou vous participez dans une société, vous avez des dividendes. Sinon, vous avez des parts de bénéfices. Et vous avez d'autres formes de revenus moins connues, mais ce sont les formes de revenus phares, procurées par ces propriétés phares. C'est ce qu'il faut noter. Voilà, donc j'ai plusieurs types de propriétés et en contrepartie, je peux avoir plusieurs types de revenus. Tous ces revenus, on les appelle les revenus de la propriété de l'entreprise, RPE. C'est la rémunération du capital. Hein? C'est la rémunération du facteur de production capital. Et tous ces éléments-là, ce sont des facteurs de production. La redistribution. Qu'est-ce que c'est la redistribution? La redistribution, c'est la répartition secondaire. Vous avez plusieurs éléments qui entrent dans la redistribution. Les impôts liés à la production et à l'importation. Vous avez les subventions d'exploitation. Vous avez les impôts sur les revenus et le patrimoine. Vous avez les impôts sur le revenu et les impôts sur les sociétés. Vous avez les primes brutes d'assurance. Vous avez les indemnités d'assurance. Vous avez les prestations de la sécurité sociale. Vous avez les transferts courants entre les résidents et vous avez finalement les transferts courants internationaux. Donc tous ces éléments-là, ce sont des éléments de la redistribution qui viennent après la répartition primaire. Donc vous avez la diapo et vous pouvez les noter par la suite. Donc vous notez cette note. Tous ces éléments de la redistribution sont des transferts effectués entre les secteurs à la suite de la répartition primaire. Après la redistribution, nous avons un deuxième élément, c'est les transferts en capital. Vous notez, les transferts en capital, ils se regroupent en trois éléments essentiels. Vous avez les subventions d'investissement,
les transferts en capital ou là, les impôts en capital et finalement vous avez les transferts en capital. Les subventions d'investissement, ce sont des aides financières octroyées par les pouvoirs publics, généralement, à certaines entreprises pour les aider, pour financer leurs projets d'investissement. Donc, vous faites attention entre les subventions d'exploitation, c'est pour aider dans l'exploitation, là, c'est pour assurer l'investissement, pour financer les projets d'investissement, on les appelle les subventions d'investissement. Les impôts en capital, ce sont des prélèvements obligatoires effectués par les pouvoirs publics sur la cession du capital. Des éléments du capital, les terrains, les constructions, les bâtiments. Lorsque vous cédez des éléments, vous payez des impôts, sous forme de droits d'enregistrement, sous forme des frais de mutation. Donc ce sont des impôts généralement et des frais de mutation subis lorsque vous vendez un élément ou vous achetez un élément du capital fixe. On les appelle impôts en capital. Ce n'est pas un impôt lié à la production, c'est un impôt en capital. Et dernier élément des transferts en capital, on les appelle comme ça, transferts en capital. C'est lorsque, par exemple, l'État indemnise certains citoyens à titre de dommages de guerre, à titre d'indemnisation des catastrophes naturelles, tremblements de terre, les inondations, tout ça, ce sont des transferts en capital. Ce sont des aides financières octroyées par les pouvoirs publics à certains ménages ou entreprises qui perdent leurs biens, qui perdent des éléments de leur capital dans des guerres, dans des catastrophes naturelles, etc., etc. On appelle ça les transferts en capital. Voilà, je vous remercie et à la séance prochaine, la séance numéro 7. Merci.